Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, nous avons 8 intervenants dans cette table ronde sur toujours la question de mieux intégrer les seniors. Et donc, on va travailler sur l'accompagnement. Donc, effectivement, notre psychologue nous a beaucoup parlé de toute la cuisine interne de l'accompagnement. Et là, on va voir plutôt comment les institutions, effectivement, s'y prennent pour accompagner les seniors. Alors, je ne vais pas rappeler les chiffres, on en a parlé hier. En France, on est assez, effectivement, on a fait des progrès sur la mise en emploi des seniors, le retour à l'emploi des seniors, mais on a encore beaucoup à faire pour rattraper les chiffres européens. Et effectivement, quand on regarde les dispositifs, on s'aperçoit que il en manque, il manque de dispositifs, mais on a voulu aujourd'hui parler du positif et donc d'interroger sur ce qui se fait aujourd'hui et ce qui se fait de bien dans les différentes institutions. Alors, donc nous avons effectivement 8 intervenants. Donc on va peut-être on va démarrer directement par Laurent Floquet. Donc vous êtes directeur de l'OPCO EP. Donc vous allez peut-être nous dire. Il faut y aller. Il faut y aller. Oui. En 2 mots, qu'est-ce que l'OPCO EP? Et surtout, peut-être répondre à cette question, quel appui, puisque vous êtes directement en lien avec les entreprises, quel appui apportez-vous aux entreprises pour maintenir en emploi donc les plus de 45 ans, 50 ans? Voilà, mais déjà, une petite présentation rapide. Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'OPCO EP est un des 11 opérateurs de compétences issus de la loi de 2018. Donc, une structure qui a 2 missions principales. La première, c'est le financement de l'alternance. Et c'est la plus importante en termes de volume d'activité et de montant de financement accordé. Donc, les OPCO financent l'apprentissage et la professionnalisation. Donc ça, c'est leur première mission. Et la deuxième mission, c'est de financer le développement des compétences des salariés qui sont en entreprise. Voilà. Et l'État a rajouté depuis peu une notion de transition écologique. Voilà, accompagner les entreprises dans ces notions-là. Donc l'OPCO EP, c'est un opérateur au niveau national. Il y a 53 branches professionnelles issues de différents secteurs d'activité. Peut-être quelques chiffres pour Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 56 000 entreprises, c'est 17 000 contrats financés. Dans ces entreprises, c'est surtout des TPE, donc des entreprises de moins de 11 salariés pour la plupart. Voilà. Et puis on a une centaine de collaborateurs répartis sur 13 sites de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, nos métiers, c'est vraiment, bien l'avoir en tête, l'alternance et le plan de développement des compétences. Alors qu'est-ce qu'on fait pour les seniors ? Alors, au risque de vous décevoir, pour commencer, je dirais que les OPCO ne font rien de spécifique pour les seniors. Pourquoi ? Parce que nos partenaires sociaux, j'ai oublié de dire que les OPCO étaient des organismes paritaires, donc administrés par les 5 organisations représentatives de salariés, et la CPME et l'UDP pour le côté patronal. Ce que nous demandent nos partenaires sociaux, c'est d'accompagner les entreprises et de ne pas faire de discrimination positive. Donc on doit accompagner tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les publics en situation de handicap, les seniors, etc. Mais donc il n'y a pas d'action spécifique en tant que telle au niveau de l'OPCO. Alors une fois que j'ai dit ça, on s'arrête heureusement pas là. Déjà parce qu'on ne travaille pas tout seul. Et au moins dans cette salle, il y a au moins 3 structures avec lesquelles on a peut-être d'autres, des conventions de partenariat qui nous amènent à nous intéresser plus spécifiquement aux seniors. On a une convention avec Transition Pro. Stéphane en dira peut-être quelques mots, mais l'idée c'est d'orienter des publics qui viennent de branches professionnelles autres que celles de notre OPCO vers les métiers de l'OPCO EP qui sont des métiers pénuriques. Et dans ces publics qui transitent par Transition Pro, il y a beaucoup de seniors. Donc ça, c'est une première chose. Donc on flèche des moyens financiers vers des structures qui nous permettent d'intégrer des seniors dans les métiers pénuriques de nos branches professionnelles.
On travaille bien sûr avec Pôle emploi et le réseau des MIF, puisqu'on a signé une convention avec vous l'année dernière, notamment dans le cadre d'un dispositif que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la POEC, la programmation opérationnelle vers l'emploi. Donc là, l'idée, c'est de remettre à niveau des personnes avant qu'elles intègrent un emploi. Et on s'aperçoit, enfin, depuis déjà quelques années, mais ça ne vous aura pas échappé que le chômage baisse, que les entreprises veulent de plus en plus recruter et qu'elles ont de plus en plus de mal à recruter. Et dans ces conditions-là, des publics qui étaient peut-être délaissés hier, les seniors en font partie, vont, à mon avis, reprendre de plus en plus de poids, puisque les entreprises, on va dire que le candidat, je mets beaucoup de guillemets, idéal, il est en emploi. Donc il faut s'intéresser à tout le monde et les entreprises commencent à se reposer des questions par rapport à ça et nous on les amène à réfléchir différemment parce qu'un senior a beaucoup de compétences. Il a des compétences techniques et surtout il a quelque chose que peut-être certains jeunes n'ont pas, c'est qu'il a les codes du travail. Alors peut-être pas tous, pas ceux qui sont très très éloignés de l'emploi, mais c'est plus facile pour lui d'avoir ces codes. Donc on travaille avec AT-Pro, on travaille avec Pôle emploi, on travaille avec la MIF pour flécher, pour essayer d'orienter ces seniors vers nos métiers. Et je terminerai par deux choses. On a deux outils qui sont, à mon avis, très adaptés aux seniors. Le contrat de professionnalisation, plus que le contrat d'apprentissage. Et demain, le contrat de professionnalisation revisité, tel que la ministre Carole Grandjean l'a annoncé, pour en faire un outil de transition professionnelle, de favorisation des transitions professionnelles, qui intégrera des éléments de VAE, entre autres. Donc, demain, encore plus qu'aujourd'hui, le contrat de pro sera un outil pour les seniors. Et le deuxième, c'est la PROA. Alors, c'est plutôt pour les salariés en poste, mais pour faire évoluer des seniors en entreprise, afin qu'ils obtiennent des qualifications professionnelles supplémentaires. Donc voilà, donc les OPCO n'interviennent pas en tant que tels spécifiquement sur le public, mais ils travaillent avec des spécialistes, avec des structures qui ont des moyens qui peuvent être complémentaires aux nôtres. Et donc avec ça, on essaye de répondre à finalement nous notre priorité, qui est de répondre aux besoins de recrutement des entreprises avec un public important, les seniors. On abordera aussi la question des préjugés des entreprises et comment effectivement accompagner les entreprises dans le changement de représentation. D'abord, Stéphane Giboudot, donc on a parlé de vous tout de suite là, en tant que directeur de Transition Pro. Même question, quel appui gérer aux entreprises pour les plus de 50 salariés, de 50 ans. Merci, y compris Laurent, pour avoir introduit Transition Pro. Donc Transition Pro, pour bien vous situer, structure qui a été créée donc en 2018. Il y a une association Transition Pro dans chaque région et nous sommes nés sur les cendres des fonds GESIF qui ont cessé leur activité dans le cadre de la loi de 2018 et en 2019. Les associations de Transition Pro ont pris la suite des fonds GESIF. Notre cœur de métier, ce sont les salariés, et exclusivement les salariés. Donc on ne s'adresse pas aux demandeurs d'emploi, on ne s'adresse pas au public jeune avant son arrivée sur le marché du travail. Les salariés, sur une finalité, le changement de métier et la reconversion professionnelle. Voilà, à partir de là, vous nous situez. Et ce que nous faisons, nous finançons des parcours de formation pour permettre aux salariés de changer de métier, d'acquérir les qualifications nécessaires à leur reconversion ou leur changement de métier. Le législateur en 2018, alors je vais reprendre aussi un peu ce qu'a indiqué Laurent, le législateur en 2018, pour faire ça, nous a doté de moyens financiers conséquents. Nous gérons des sommes importantes. Transition Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 80-90 millions d'euros par an pour intervenir sur ce type de finalité de parcours. Et nous a donné aussi des outils, des dispositifs et des priorités pour activer ces dispositifs. Et il est intéressant de noter que parmi ces priorités, remettez bien 2018-2019, situation du marché du travail tel que ça se présentait là au moment de la loi, en aucun cas le sujet des seniors est apparu dans les priorités.
Nous avons plein de priorités. Les jeunes, les personnes les moins qualifiées, les personnes qui sont sur des métiers à risque, etc. Mais à aucun moment, le sujet des seniors est arrivé comme étant un élément de priorité. Alors, je conclurai là-dessus, mais les choses changent. Oui, Et vont changer significativement dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais voilà, il est important d'intégrer ça, que le sujet des seniors n'était pas un sujet d'actualité en 2018 ou un sujet de priorité politique. Il n'empêche que, comme l'indique le ProEP, nous accompagnons dans le cadre de reconversion tous les publics, et donc dont les publics seniors. Je vais vous donner quelques éléments chiffrés pour permettre de situer. Alors ça n'a pas valeur statistique, mais néanmoins, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une région qui est à peu près représentative de la France. Donc imaginez, dans vos régions respectives, on ne doit pas être sur des chiffres tellement différents. Donc sur un retour de notre activité depuis début 2020. Sur donc, de l'accompagnement par le financement. L'accompagnement, nous ne faisons pas du tout votre métier. Tout ce qu'on appelle nous accompagner, c'est financer. Donc c'est un raccourci pour vous exprimer notre métier. Sur donc le public que nous avons accompagné dans leur démarche de reconversion professionnelle, les plus de 50 ans, j'ai pris cette borne pour venir là, peu importe. Bon, je n'ai pas d'avis si on est senior à 50, 55, 60 ans. J'ai pris la borne de 50 ans pour vous donner à voir. Les plus de 50 ans représentaient un peu plus de 10% des reconversions que nous avons accompagnées. Ces 10%, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes, 1000 parcours de reconversion, donc de plus de 50 ans. Voilà, donc ça vous permet de situer le poids de la reconversion professionnelle chez les seniors. Vous donnez quelques éléments aussi en termes de vers quel métier les seniors se reconvertissent. Quelques éléments structurants là que j'ai essayé de sortir, et ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est que prédominent les métiers pour se reconvertir chez les seniors, les métiers du lien avec l'autre. Et on va trouver là-dedans les métiers du soin, les métiers de la formation, les métiers du conseil, des CIP, donc des conseillers en insertion professionnelle, l'accompagnement éducatif, l'accompagnement en petite enfance, la formation pour adultes, l'encadrement en fonctionnant des structures d'insertion et autres. Voilà. Donc une très forte prédominance dans les reconversions des seniors de ces métiers-là. Plus un métier qui est totalement différent, les métiers du transport. Les métiers du transport, une proportion extrêmement forte de seniors qui se reconvertissent sur les activités, les permis poids lourds, les permis transport en commun, etc. Et c'est très différent de la moyenne générale que l'on observe sur l'ensemble des reconversions. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut nourrir un peu notre réflexion sur les typologies de métiers. Un autre angle également, les seniors, donc les plus de 50 ans, représentent 25% du public en situation de handicap ou en risque d'inaptitude que nous accompagnons dans le cadre de la reconversion. C'est totalement spécifique, ça s'explique par certains aspects, mais il y a incontestablement une réflexion à avoir, et c'est celle que les pouvoirs publics ont engagée avec le C2P, etc., mais avec prévention de l'inaptitude professionnelle, le risque de perte d'emploi lié à l'inaptitude et l'anticipation de la reconversion. Et idem sur la situation sur le handicap. Cette proportion de seniors cette proportion de personnes en situation de risque d'inaptitude de handicap dont l'âge est supérieur à 50 ans ne cesse de croître. On a commencé en 2020, on était aux alentours de 20%. Là, je suis à plus de 40%. Donc c'est un lien très fort entre ces deux dimensions. Et pour terminer, ouvrir là sur ce qui se dessine et qui est fait directement sens avec ce que je vous indique, les perspectives, en tous les cas pour le réseau des transitions pro,
de nouveaux dispositifs sur lesquels nous travaillons avec le gouvernement, qui sont inscrits dans la loi retraite, qui est aujourd'hui approuvée, et sur lesquels nous travaillons sur les décrets. Vous avez entendu dire que les décrets se préparent pour mise en application au mois de septembre. 2 dispositifs qui n'ont pas été censurés par le Conseil constitutionnel. Le C2P, le compte personnel de prévoyance monétisé, géré par les transitions pro pour financer les parcours de reconversion des seniors. A priori, c'est une affaire de quelques mois. Deuxième outil, un nouvel outil, alors son acronyme le FIPU, le Fonds interprofessionnel de prévention de l'usure professionnelle, qui va être alimenté par les branches et l'assurance maladie. Là aussi, pour financer les parcours de reconversion des seniors dans le cadre de l'anticipation des risques professionnels. Donc voilà, ce sujet qui n'existait pas en 2018, il arrive aujourd'hui et tout en haut de la pile. La reconversion des seniors, donc en haut de la pile, et c'est de bon augure au regard des enjeux que nous avons devant nous. Et ça rejoint effectivement la table ronde d'hier sur la prévention effectivement de l'usure professionnelle, et avec ces nouvelles mesures qu'on attend avec un peu d'impatience, parce que c'est vrai qu'en France, on était quand même... les MIF travaillent depuis maintenant 5 ans sur le public senior, et on était toujours en attente de dispositifs. Alors, il y a 20 ans, il y avait des dispositifs qui ont un peu disparu. On revient sur des nouvelles mesures, donc on en est très satisfait. Donc à suivre. Donc la suite, effectivement, pour toutes ces personnes en reconversion, je donnerai la parole à Daniel Meyer en tant que Pôle emploi. Le chômage en Auvergne-Rhône-Alpes est certes inférieur au chômage en France, puisqu'on a un point d'écart, on est à 6% et quelques. 6,1. Voilà. Mais malgré tout, je pense que les seniors sont un public important chez vous, et donc quels sont les dispositifs, les outils que vous utilisez pour ce public-là ? Alors, merci à Stéphane et à Laurent d'avoir introduit le sujet. Ça m'évite de revenir sur les sujets. Comme quoi, ça fait quelques années qu'on n'a pas de dispositif spécifique pour les seniors. Je le confirme. Alors, je vous donne tout de suite ce que nous projetons de faire, au moins en Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'il y a un appel d'offres qui va sortir, ou qui est sorti très récemment. Peut-être il va sortir la semaine prochaine, sur la formation pour les seniors, l'accompagnement à la formation sur les seniors, puisqu'on se rend bien compte que les seniors rentrent moins en formation que les autres publics. Un des sujets. Alors si je reviens un peu quand même aux chiffres, effectivement on est 6,1% taux de chômage, c'est comme la 3e place après la Bretagne et les Pays de Loire, mais loin devant, après il y a quelques régions qui restent encore au-delà de 8%, notamment l'Occitanie et le nord de la France. En attendant notre région, il y a aussi le développement économique qui aujourd'hui est extrêmement friand de gens expérimentés. Donc comment est-ce qu'on accompagne ces personnes ? Voilà, donc on a plusieurs sujets. Enfin, pour revenir un peu à l'analyse, on a quand même, vous en avez sans doute parlé hier, le taux d'emploi des 55-64 ans qui a beaucoup augmenté depuis l'année 2000, puisque de mémoire, il est passé de 35 à plus de 55%. Donc là-dessus, effectivement, on se rapproche un peu de ce qui se passe ailleurs en Europe. Et puis, je pense qu'aujourd'hui aussi, ce qu'on oublie, c'est que quand on regarde les chiffres bruts, puisqu'on a une baisse du nombre de demandeurs d'emploi de 5% à peu près au niveau national et au niveau régional, on va faire un chiffre rond. Sur les seniors, on a moins 7%. Or, ce n'est pas dû, on a les mêmes flux d'entrée et de sortie, l'annonce des retraites n'est arrivée que beaucoup plus récemment, donc on ne peut pas dire sur un passé récent qu'effectivement il y a déjà eu une influence des retraites, etc. Donc on voit que finalement les seniors s'en sortent pas si mal, pas moins bien que les autres. Néanmoins, il reste ce besoin de l'entreprise. Vous parliez d'accompagner l'entreprise. Comment est-ce qu'on accompagne l'entreprise ? Vous pouvez dire, mais vous cherchez des profils qualifiés, il y en a. Faites appel à ces profils qualifiés et ne dites pas je veux un jeune, etc. Voilà. Réfléchissez à cette question, d'où l'intérêt de nos conseillers dédiés à l'entreprise, qui sont plus en lien direct avec l'entreprise, de faire la promotion de profils pour proposer aux entreprises des profils de seniors. Je rappelle juste, effectivement, seniors, c'est à partir de 50 ans. Souvent, on entend 45 sur des projets en Europe, on entend 55 dans d'autres analyses. Pour nous, c'est 50 ans en tout cas.
Et puis, la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'on est en train de travailler aussi avec l'État sur ces recrutements. Et on se rend compte qu'on a assez peu, sinon pas, de seniors qui se positionnent sur les concours de l'État, de la fonction publique territoriale, la fonction publique d'État. Or, il n'y a plus de limite d'âge sur ces concours. Voilà, je vous donne un exemple. En fait, ils ont bientôt plus de postes que de candidats. Donc là aussi, des opportunités. Voilà, j'arrête là-dessus, mais en fait, il y a effectivement des opportunités. Pas vraiment aujourd'hui de moyens supplémentaires, enfin de moyens, pas de moyens, de dispositifs spécifiques tels qu'on en a connus par le passé, sauf qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il va falloir qu'on se préoccupe spécifiquement de ce public, notamment avec l'appel d'offres sur la formation qu'on va lancer au moins en Auvergne-Rhône-Alpes. Puisque je vous rappelle qu'on a le plan d'investissement dans les compétences qui nous permet de lancer ce projet encore cette année. Voilà, oui. Et puis peut-être aussi l'action tremplin Oui, alors on a une prestation. Vous êtes le seul. Oui, tout à fait. Alors on a une action, enfin comme je parle un peu à la France entière, je ne vais pas vous le citer, mais on a une prestation tremplin carrière, puisque nous avions, contrairement à ce que je viens de dire, où on disait on n'avait pas de dispositif spécifique, ce sont les agences, chaque agence qui disait mais moi je veux quelque chose, j'ai besoin de quelque chose sur les seniors. Et donc on a dit à toutes les agences, eh bien on va faire un appel d'offres régional. C'est comme ça qu'est né Tremplin Carrière, qui effectivement aujourd'hui est un accompagnement spécifique pour les seniors disponible uniquement dans la région. Oui. Ah, c'est uniquement en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Oui. Précurseur vous êtes précurseur déjà des dispositifs qui peuvent être développés à l'échelon national. Merci. On a donc le plaisir d'accueillir des témoignages d'entreprises qui ont recruté un senior. Donc, ce senior n'est pas là parce qu'il est en emploi depuis une semaine. Donc, voilà. Aurélie Julliard, vous êtes chef d'entreprise dans le bâtiment, le BTP, et Dorine Prabel, vous êtes responsable d'une entreprise d'intérim. Et c'est dans le cadre de l'intérim que vous avez donc recruté cette personne. Comment s'est passée cette embauche, je dirais, dans l'entreprise, au niveau de l'intérim, ça a été donc une première étape par l'intérim, quoi, en fait. Tout à fait. Alors déjà, bonjour à tout le monde. Donc Xelium, pour l'histoire de sa création, c'est quand même une agence d'intérim et de placement CDD, CDI dédiée aux personnes de 45 ans et plus, créée par la MIF et de monsieur Emmanuel Maquet. La MIF de l'Ain. Donc c'est une innovation aussi dans le cadre du réseau de cette agence d'intérim spécifique aux seniors. Tout à fait. Donc elle se trouve à Bourg et elle a ouvert ses portes en septembre de l'année dernière. Voilà. Donc agence de travail temporaire. Donc mon travail à moi est de représenter cette agence sur le territoire Bourg qui est aux alentours de 30 km, de visiter les entreprises et de proposer bien évidemment le personnel intérimaire qui s'est inscrit dans notre agence et qui est expérimenté dans plusieurs domaines et de 45 ans et plus. Voilà. Et donc, comment s'est passé donc, ce recrutement dans votre agence d'intérim de cette personne? Enfin, comment vous avez réussi à la convaincre d'aller dans l'intérim? Parce que un senior vient souvent un senior demandeur d'emploi vient d'une Pour les seniors, enfin, en règle générale, suivant leur métier et leurs capacités. Certains sont ouverts plus à du CDD, CDI, et d'autres personnes à l'intérim sans souci. Du moment que ça les mène par la suite à un contrat plus pérenne, l'intérim n'a pas de notion péjorative. C'est ce qu'on appelle un but intermédiaire dont on a parlé effectivement tout à l'heure avec notre conférencier, c'est-à-dire l'intérim est une étape pour avoir Et justement, cette étape a réussi puisque cette personne a été embauchée dans votre entreprise du bâtiment. Tout à fait. Alors, je vais passer la parole donc à Aurélie Julliard. Donc, comment vous avez eu l'idée de recruter un senior, en fait? Bonjour. Alors, l'idée d'embaucher un senior n'est pas la question en elle-même. La question est de trouver quelqu'un d'expérimenté. On a très peu de jeunes qui sont motivés, malheureusement, qui sont formés. Les CFA ont des formations qui ne sont pas abouties ou des jeunes qui n'ont pas d'envie. Là, se poser la question pour un chantier un peu spécifique, très technique, trouver vraiment une personne qualifiée immédiatement. Donc on n'est pas sur de l'embauche pour le moment, on est bien sur de l'intérim,
sur du long terme. Mais voilà, il fallait répondre à cette demande. L'intérim est pour nous aussi un système qui est très utilisé en termes d'embauche, qui reste temporaire et qui peut aussi donner lieu à des CDI derrière. Mais c'est aussi notre moyen de tester le personnel. Et donc, quel est l'avenir de cette personne, en fait quand vous dites qualifiée, elle était sur quel poste? Alors, il est plaquiste. Il a 57 ans. Il ne sait pas exactement s'il veut être embauché ou s'il veut rester en intérim. En ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il y aura d'embauche en CDI et on restera sur de l'intérim. D'accord. En tous les cas, on voit bien que l'intérim est un accès qui favorise le retour à l'emploi, en fait, si on peut dire ça. Et par rapport à votre expérience qui est assez récente, puisque ça date d'il y a 1 an, qu'est-ce que vous en êtes où maintenant de ce développement de l'intérim pour les seniors ? Alors c'est encore tout récent, mais c'est une culture que l'on doit constamment entrer et ancrer dans la tête des entreprises, puisque on a de plus en plus de seniors qui poussent nos portes, expérimentés ou un peu moins expérimentés, et qui sont en recherche d'emploi. Et en face, on a des entreprises qui ont des besoins, donc... Et vous arrivez à les convaincre, les entreprises, d'accueillir un senior ? C'est mon travail de tous les jours. Donc, on sème tout doucement, mais on va y arriver. Oui. Bien, merci. Alors, on est dans une réunion européenne, puisque donc, le programme Erasmus, donc, qui est piloté par la MIF de l'Ain, a pour but de favoriser la professionnalisation des personnes qui accompagnent les publics seniors. Donc nous accueillons Michael Schwartz et puis Joachim Mertel, donc, qui sont tous deux universitaires et en même temps vous formez l'ensemble des professionnels des centres de l'emploi, enfin l'équivalent de Pôle emploi en Allemagne. C'est plus de combien d'étudiants que vous avez dans ce système-là. Simplement, c'était pour vous présenter. Merci. Stellen Sie sich bitte vor, Sie wollen Menschen integrieren in den Arbeitsmarkt, ältere Arbeitslose. Und ich übertrage jetzt das Beispiel der Garage und der Kinder in New York, das wir gehört haben. Und Sie geben den Arbeitslosen Geld und sagen dazu, bitte bleib arbeitslos. Und dann müsste eigentlich der Mechanismus der Motivation so aussehen, dass die voller Kraft sich bemühen um eine neue Arbeit. Alors, merci beaucoup, bonjour. Alors, imaginez-vous, vous voulez intégrer une personne âgée, en senior, dans le marché du travail. Donc là, je vais reprendre l'exemple du garage à New York dont on a parlé ce matin. Donc, vous donnez de l'argent à cette personne en lui demandant, s'il vous plaît, restez en chômeur. Et vous allez voir que ça va produire l'effet contraire. Ich wollte da nur sagen, und da nehme ich den Anschluss an Emmanuel Marquet, dass er gesagt hat, unsere Erfahrung ist immer nur Einzelfallhilfe und wir müssen mit sehr komplexen Motivationsmodellen arbeiten. Und die sehen so aus, dass ich definiere, Leistungsbereitschaft ist der Wille, Leistung in all jenen Bereichen erbringen zu wollen, auf denen man einen Gütemaßstab für sich verbindlich gemacht hat. Alors oui, ce que je voulais dire, et là je rejoins Emmanuel Maquet, c'est que aussi dans notre expérience, il s'agit toujours de l'aide singulière. Et nous avons affaire à des modèles très très complexes. Et notre idée de performance, ça reflète aussi notre objectif, notre but d'atteindre un certain standard. Und die Kraft, die mich auf ein bestimmtes Gebiet lenkt, also meine Motivation, nennt man Interesse. Das heißt, wir unterscheiden zwischen Motivation und Interesse. Wenn ein älterer
Arbeitsloser oder ein Mensch überhaupt nicht das Interesse hat, auf einem bestimmten Gebiet Leistung erbringen zu wollen, dann ist er auch nicht motiviert davon. Und deshalb müssen wir bei der Einzelfallhilfe ansetzen bei dem Interesse der Menschen. Und wir haben gestern gezeigt, das Interesse besteht und speist sich aus 2 Komponenten. Erstens Self-Efficacy und zweitens Positive Outcome Expectations. Wenn diese beiden Größen bei einem Menschen nicht vorhanden sind, dann ist er nicht motiviert, etwas zu tun oder sich um eine Arbeit zu bemühen. Alors, la force, elle réside dans la motivation, et la motivation correspond à l'intérêt. Donc, si on veut aider un chômeur âgé de sortir du chômage, il faut travailler sur sa motivation et donc sur son intérêt. Parce que c'est la performance qui après a aussi des répercussions sur sa motivation. Donc l'intérêt est composé de 2 aspects. C'est d'un côté les résultats positifs qu'on veut atteindre et aussi ce qu'on appelle en anglais la self-efficacy. Selbstwirksamkeit. Einfach, unsere Klienten, unsere älteren Klienten haben eine lange negative Erfahrung bei der Arbeitssuche und beim Onboarding in Betrieben. Und deshalb müssen wir an diesen beiden Ursprünge für mein Interesse, also Selbstwirksamkeitsüberzeugung und positive Erwartung, dass man Erfolg hat, ansetzen mit einer Begleitung. Und wie diese Begleitung nach unserer Erfahrung aussieht, wird Professor Scharpf noch sagen. Donc, nos personnes âgées que nous accompagnons ont souvent une expérience négative de longue date. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler sur cet aspect de l'intérêt avec les 2 éléments qu'on a vus avant. Donc, pour soutenir cette démarche, il faut faire certaines choses que mon collègue, professeur Scharpf, va nous expliquer. Ich denke, um das zu referieren, da reicht jetzt 1 Stunde nicht aus. Aber ich würde mich mal kurz auf wesentliche Aspekte hier fokussieren. Donc là, pour tout ce que j'aurais à dire à ce sujet, 1 heure malheureusement ne suffirait pas. Je vais donc me concentrer sur quelques aspects. Ich denke, es gibt sehr, sehr viele Maßnahmen, die die Motivation von Arbeitslosen, von älteren Arbeitslosen hier fördern. Aber vielleicht ganz wichtig der Hinweis, wir müssen das eher ganzheitlich betrachten, wenn es um Maßnahmen geht. Donc, concernant le retour au travail, il y a beaucoup de mesures dont il faut tenir compte. Et il nous faut à ce sujet aussi une approche holistique. Also wir fassen zusammen zunächst mal, wir brauchen nicht nur motivierende Maßnahmen, sondern genauso wichtig sind stabilisierende Maßnahmen, aber gleichwohl aber auch Maßnahmen, die den Arbeitslosen an den Arbeitsmarkt heranführen. Ich gebe gerade mal Beispiele, stabilisierende Maßnahmen, da geht es darum, die Leistungsfähigkeit des älteren Arbeitslosen hier zu steigern über Weiterbildung, Trainingsmaßnahmen, aber zum Beispiel auch die Mobilität zu fördern, indem vielleicht finanzielle Zuschüsse gewährt werden, wenn Führerscheine hier bezahlt werden und Ausbildung bezahlt werden. Bei den motivierenden Maßnahmen haben wir schon einiges gehört hier. Da gibt es auch sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen, inwiefern diese Maßnahmen entsprechende Wirkungen erzeugen.
vor allem im Bereich Coaching, assistierte Begleitung und so weiter und so fort. Also man möchte Anreize schaffen und für die Arbeitslosen eine Perspektive hier geben. Und die an den Arbeitsmarkt heranführenden Maßnahmen, da geht es vor allem um betriebliche Dinge, wie zum Beispiel, dass man Probearbeit vereinbaren kann oder dass wir hier Lohnkostenzuschüsse gewähren. Es geht um Eingliederungszuschüsse und so weiter und so fort, die aber auch an bestimmte Bedingungen geknüpft sind, dass diese gewährt werden. Alors, pour résumer, il ne s'agit pas seulement de la motivation, mais il y a aussi un aspect qui concerne la stabilisation. Et là, j'entends par exemple la performance et aussi la mobilité. Et nous offrons aussi des formations. Alors là, pour améliorer la performance, on peut songer par exemple à des formations dans le domaine de la mobilité. On peut songer par exemple à des subventions pour permettre à ces personnes, par exemple, de prendre leur permis de conduire. Il y a aussi pas mal d'études scientifiques à ce sujet, notamment dans le domaine du coaching. L'objectif principal, c'est de donner des perspectives. Et là, par exemple, on peut aussi proposer des périodes d'essai ou des subventions pour les salaires, etc. Also wichtig ist, Motivation ist wichtig, aber Motivation ist nicht alles. Aber hieraus ergeben sich jetzt auch ganz wichtige Herausforderungen für die Zukunft, die wir auch in Deutschland beobachten. Der Punkt 1 ist, wir haben ja sehr viele geringqualifizierte Langzeitarbeitslose, die älter sind. Und die haben dann meistens hier, wenn überhaupt, hier die Möglichkeit, eine befristete Beschäftigung zu finden oder sie müssen auf Abruf bereitstehen. Alors donc, la motivation, c'est un aspect très très important, mais ce n'est pas tout. Et pour l'avenir, et notamment aussi ce que nous, on peut constater et observer en Allemagne, nous avons d'un côté énormément de personnes, de chômeurs âgés de longue durée qui n'ont pas beaucoup de qualifications. Et donc, tout ce qui est envisageable pour eux, ce sont souvent des emplois avec une durée limitée. Die Frage ist, wie man mit dieser Zielgruppe umgeht. Die nächste Herausforderung besteht darin, wir haben den Anspruch, eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt zu realisieren. Und es hapert häufig daran, dass eine professionelle Nachbetreuung stattfindet. Das heißt, die Begleitung endet dann meistens mit der Unterschrift auf dem Arbeitsvertrag. Aber um die Nachhaltigkeit sicherzustellen, müssen hier entsprechende Begleitungen auch professionell angeboten werden, auch in Abstimmung mit den Betrieben. Donc la question, c'est comment est-ce que gérer ces chômeurs de longue durée âgés. Il s'agit aussi surtout de permettre une intégration durable dans le marché du travail. Et ce que nous constatons souvent, qu'une fois que le contrat de travail a été signé, il n'y a plus d'accompagnement professionnel derrière. Mais c'est très très important, il y a un fort besoin de pouvoir continuer à offrir cet accompagnement professionnel. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Finanzierung. Wir haben sehr viele Programme, wirklich auf Bundesebene, Länderebene, kommunaler Ebene. Aber sobald die Finanzierung, also die Zuschüsse, nicht mehr vorhanden sind, dann werden diese Programme auch beendet. Und hier muss man sich darüber Gedanken machen, inwiefern auch andere Motivationsanreize geschaffen werden, solche Programme auch mit Leben zu füllen. Auch hier sehen wir unter anderem die Betriebe deutlich mehr in der Pflicht. Donc voilà, il y a pas mal de programmes de financement, de subventions au niveau de l'Ender en Allemagne, aussi au niveau des communes, etc. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de financement, il n'y a plus de programme. Donc il faut réfléchir sur d'autres programmes de motivation. Et dans ce domaine-là, ce sont aussi les entreprises
qui doivent prendre leurs responsabilités. Ich komme auch gleich zum Schluss hier, aber noch 2 Punkte vielleicht ganz kurz. Wir haben jetzt die letzten beiden Tage sehr, sehr viel gelernt. Es ging hier vor allem um die Integration älterer Arbeitslose. Es ging heute auch um die Motivation, aber wir haben einen wesentlichen Punkt noch gar nicht so angesprochen. Es geht auch um den Qualifizierungsbedarf der Vermittler und der Berater, die die Arbeitslosen 50 plus dann auch begleiten. Auch hier sehen wir unter anderem in manchen Bereichen einen großen Bedarf, sowohl in methodischer als auch in inhaltlicher Hinsicht, dass hier auch eine professionelle Begleitung dieser Zielgruppe dann realisiert werden kann. Donc ces 2 derniers jours, nous avons beaucoup parlé de l'intégration des salariés âgés dans le marché du travail. On a beaucoup parlé de motivation, mais nous avons oublié un aspect très important selon moi, c'est-à-dire la qualification des conseillers pour les salariés 50+. Donc il y a un besoin élaborer des concepts de méthode, aussi de contenu. Donc il faut professionnaliser toute cette partie encore plus. So, und abschließend möchte ich noch eine Lanze brechen für die Zielgruppe, die sehr marktfern ist und die auch nicht mehr integriert werden kann. Es geht hier vor allem um die Begleitung von Menschen, die trotz aller Bemühungen keine Arbeit mehr finden und die vor der gesellschaftlichen Ausgrenzung stehen. Und um den sozialen Druck dieser Menschen abzufedern, ich denke, diese Menschen benötigen genauso Unterstützung, weil wir wissen alle, dieser soziale Druck macht Menschen auch krank. Donc, pour conclure, j'aimerais aussi rappeler et exprimer mon engagement, ma solidarité pour ce groupe de personnes qui, malgré tous les efforts, tous les accompagnements, malheureusement n'arrivent pas à s'intégrer à nouveau dans le marché du travail. Parce que malheureusement, ces personnes se retrouvent souvent dans une situation d'exclusion de la société. Et ces personnes-là nécessitent également un soutien de notre côté, parce que cette exclusion qui est due à cette pression sociale peut avoir des conséquences dévastatrices sur leur santé. Leur santé mentale et aussi physique. Et puis pour la société aussi, j'imagine. Oui, donc on va peut-être arriver à une conclusion. En fait, on voit que l'Allemagne a une longueur d'avance sur cette problématique des seniors. Entre parenthèses, d'ailleurs, en France, on parle des seniors, mais en Allemagne, on parlera des salariés âgés ou des salariés expérimentés. Donc c'est vrai qu'on prend plutôt la terminologie de travailleurs expérimentés qui permet d'avoir un consensus européen. Alors, on a un optimisme en France avec ces nouveaux dispositifs. Quelle serait pour vous l'avancée la plus significative dans ces nouveaux dispositifs pour les seniors, que ce soit du côté des entreprises ou du côté du public demandeur d'emploi ou salarié? Alors, on peut peut-être dans les dispositifs, qu'est-ce qui vous paraît le plus positif, quoi? Alors peut-être, Monsieur Floquet, si vous pouvez entamer ça. Alors moi je pense que les dispositifs, c'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la solution. On a beaucoup parlé de motivation et de représentation. Je pense que des représentations, il y en a encore beaucoup, et j'en ai entendu une madame tout à l'heure aussi sur les jeunes, manque de motivation, etc. Je pense qu'il y a des gens motivés à tout âge, il y a des gens moins motivés également à tout âge. Donc nous, on travaille aussi sur les représentations des chefs d'entreprise, et puisqu'on parlait de motivation, on travaille sur leur motivation. Et aujourd'hui, leur principale motivation, c'est de recruter. Donc je pense qu'il faut profiter de ce temps où il y a des besoins de recrutement pour faire évoluer les représentations des chefs d'entreprise sur les jeunes, sur les seniors, et également de préparer
ces publics à rentrer en entreprise parce que, comme l'a dit le professeur, il y a des gens qui sont très, très, très éloignés de l'emploi, qui ont été cassés par la vie et qui ne sont pas prêts à reprendre du travail tout de suite. Donc, on doit travailler, et nous, on s'y attache, à faire évoluer les représentations des chefs d'entreprise en leur expliquant que leur motivation, c'est de recruter, que les candidats sont pour la plupart en poste, donc il faut ouvrir leur chakra, entre guillemets, sur d'autres publics. Et puis, il faut aider ces personnes très éloignées de l'emploi, parce que souvent, les chefs d'entreprise me disent, mais attendez, on parle de... Nous, on a des milliers d'offres d'emploi, je pense que Daniel entend ça tous les jours. On nous parle de chômeurs, mais où sont-ils ? C'est ça, où sont ces personnes ? Voilà, donc vous en accompagnez. Ces personnes ont des compétences, il faut les préparer à reprendre une vie sociale. Et je conclurai là-dessus. Bon, les outils, le contrat de pro pour les seniors, pour moi, c'est idéal. Et élément très important, une fois qu'ils ont redémarré en entreprise, la phase que disait monsieur tout à l'heure, les premiers mois. Stabilisation. Voilà. Cette phase-là, elle est super importante, que ce soit pour un jeune en apprentissage ou pour un senior en contrat de pro. Il faut que ces personnes que leur intégration soit préparée. Parce que même si on les a préparés en amont, quand ils arrivent dans l'entreprise, ils peuvent avoir un choc, le choc de l'entreprise. Et donc, il ne faut pas les lâcher dans la nature. Donc, on a, nous, des dispositifs qui nous permettent de sécuriser les premiers mois du contrat, sachant qu'on sait que c'est là où les ruptures se font, dans les tout premiers mois. Donc, on a intérêt collectivement à sécuriser ces premiers mois de contrat pour que la personne continue et que le contrat perdure. Donc voilà, donc l'outil c'est une chose, les dispositifs commencent à exister, mais travaillons sur l'entreprise d'une part et sur le futur salarié de l'autre pour qu'il se rapproche et que le contrat puisse se signer. Et puis que les représentations, effectivement, se parlent entre elles, parce qu'effectivement, le jeune qui ne veut pas travailler, on a vu hier aussi dans la conférence que les sociologues du travail disent bien que ce n'est pas le fait de ne pas vouloir travailler, mais ne pas vouloir travailler dans ces conditions-là. Donc, en fait, c'est aussi à chacun de voir pour améliorer la situation. Peut-être juste un mot complémentaire. On travaille avec les branches professionnelles pour travailler, justement, valoriser leur métier. C'est important. Il y a des emplois, mais tout le monde ne veut pas tous les emplois. Donc les entreprises et les branches doivent travailler sur la qualité de vie au travail, sur tout ce qui fait qu'aujourd'hui... Hier, le chef d'entreprise, il avait tendance à facilement choisir son candidat. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des candidats qui choisissent leur entreprise. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment il y a quelques années. Donc, effectivement, rapprocher les représentations, c'est important. Un petit mot sur l'optimisme qu'on peut avoir dans notre pays par rapport... Oui, tout à fait. Puis pour éclairer un peu ce qu'évoque Laurent, vous avez compris que nous, notre métier, ce sont les publics en reconversion professionnelle. Au-delà des dispositifs, des financements, etc., on travaille aussi pour déconstruire la représentation du public en reconversion auprès des chefs d'entreprise. Le contexte économique nous est très favorable, parce qu'on a d'autant plus tendance à ouvrir ses chakras lorsque la situation est difficile et lorsqu'on ne trouve pas sur étagère ce qu'on cherche. Donc, sur les publics en reconversion, on a développé une plateforme digitale qui s'appelle LISE, Lien Salarié Entreprise, dédiée au public en reconversion que nous finançons et pour favoriser la mise en relation avec des entreprises partenaires. Alors, on vient de signer la semaine dernière avec Keolis, on a signé avec une vingtaine d'entreprises régionales et cet exercice-là nous a obligés, nous, à travailler, à marketer un peu positivement le public en reconversion. Il a énormément d'atouts, un public en reconversion. C'est aujourd'hui, on est presque submergé par les entreprises qui viennent vers nous. Alors, je ne vous parle même pas sur les métiers du soin, aides-soignantes, infirmières, etc. C'est la bagarre pour venir s'arracher les infirmières ou les aides-soignantes que nous finançons. Mais au-delà, dans les métiers du bâtiment, dans les métiers du transport et autres. Et cet exercice-là, il a été extrêmement vertueux. Il a existé il y a 10 ans et si vous recrutiez
une femme sur un métier masculin et inversement. Il y a 15 ans, c'était « et si vous aviez pensé à recruter un salarié en situation de handicap ?» C'était une révolution de porter ça. Là, on le porte sur le sujet des salariés en reconversion. Il faut le porter sur les seniors de la même façon. Et si vous recrutiez un senior? Daniel, oui, un petit mot de conclusion sur oui, cette vision optimiste. Il ne me laisse plus grand-chose à dire, mes collègues, hein, ils ont tout dit. Mais je pense que, pour résumer, je dirais que vous avez parlé aux deux extrêmes d'âge des demandeurs d'emploi et des personnes en recherche d'emploi. Vous avez les jeunes et les seniors. Comme vous l'avez justement dit, madame, on a effectivement un sujet sur la motivation des jeunes. Donc la motivation, on revient encore sur les jeunes aussi, même si, à mon avis, ce ne sont pas forcément les mêmes motivations qu'on va travailler. Donc ça nous ramène à l'orientation, juste pour mémoire, effectivement. On a aussi le sujet de l'alternance, où on dit effectivement qu'on a doublé le nombre d'alternants, sauf que ça ne concerne pas les CAP de vos métiers, ça concerne Bac+, etc. Donc des méthodes d'apprentissage différentes. Mais ça ne concerne pas l'augmentation du nombre, c'est vrai, que vous cherchez. Et puis à l'autre extrême, sur les seniors, je crois que vous êtes dans le vrai tous, hein, on est sur la motivation. Je pense que ce n'est pas qu'uniquement une question de dispositif. On a vu par le passé que la diminution des contrats aidés, etc., n'a pas précipité plus de gens dans la pauvreté. Donc on est bien sur un problème de motivation et sur vraiment un changement de vision des personnes, et sans doute aussi avec la retraite, une explication avec chacun, puisque je crois que ça a été dit avant, chaque cas est personnel, de qu'est-ce qu'il faut encore travailler jusqu'à sa retraite, sachant que c'est sur les 20 meilleures années, pas forcément sur les 20 dernières. Voilà, vous faites les conclusions vous-même après. C'est pas qu'un problème de chômage. Voilà. Préparer positivement sa retraite. Alors, en tant qu'entreprise, que ce soit intérim ou entreprise, quelle est votre vision positive de l'avenir avec ces dispositifs seniors qui vont se présenter, ou même par rapport peut-être à vos recrutements actuels de personnes, que ce soit jeunes ou seniors? Je suis comme M. Floquet, je ne suis pas très dispositif en soi, mais plutôt accompagnement. Je pense qu'en effet, souvent les seniors ont été, en tout cas nous dans le bâtiment, c'est le cas puisqu'on est souvent en plein emploi dans ce métier-là. Donc ils ont été éloignés par accident de la vie, souvent, du monde du travail. Donc ils ont besoin de cet accompagnement en amont et pendant la première phase de recrutement. Donc ça, c'est important. Mais cet accompagnement-là, il est aussi nécessaire pour les jeunes, les moins jeunes, pour malheureusement toute personne embauchée qui, à un moment ou un autre, a été coupée de ce monde du travail. Avant, on ne se posait pas la question. On était gamin, on sortait de l'école, on allait bosser, on n'avait pas le choix. Maintenant, différentes choses se passent. Il y a des fois des éloignements du monde du travail et il faut réintégrer ces personnes. C'est ça le plus important, parce que du travail, il y en a. Alors moi, je suis dans un métier qui a été dénigré pendant des dizaines d'années, qui en souffre maintenant et qui n'a plus justement de personnes à embaucher. C'est ce qu'on disait. Il y a beaucoup d'alternance, très très peu en CAP. Des classes se ferment chaque année. Mais voilà, il faut que les seniors reviennent, aident aussi les jeunes à revenir à ces métiers-là, à les apprécier, pour qu'on puisse continuer dans ces métiers techniques. Voilà. Moi, je dirais simplement, pour peut-être conclure aussi, on parlait de motivation pour les personnes en recherche d'emploi, et notamment sur les seniors. Il faut aussi qu'il y ait la motivation des entreprises à entendre qu'il y a ces personnes à leur porte et qu'elles peuvent leur apporter un plus dans leur entreprise, tant sur le savoir-être, le savoir-faire. Voilà. Merci. Est-ce que nos amis allemands veulent un petit mot, un tout petit mot de conclusion, bilingue? In Deutschland gibt es seit etwa 2 Jahrzehnten eine intensive Diskussion, wie viel Druck darf man auf Arbeitslose, Ältere oder überhaupt Arbeitslose ausüben, damit sie gezwungen werden, wieder sich selber um Arbeit zu bemühen. Also nach dem Motto, wer Hunger hat, arbeitet. Das ist eine Diskussion, die bis heute in Deutschland andauert. Alors en Allemagne, nous avons depuis environ 20 ans un débat très très intensif sur la question combien de pression est-ce qu'il faut exercer sur des chômeurs pour qu'ils reviennent dans le marché du travail. C'est un peu l'idée, voilà, ceux qui enfin vont retourner travailler.
Die Lösung der derzeitigen Regierung sieht so aus, dass man den Druck vermindert durch das sogenannte bedingungslose Grundeinkommen. Es gab auch andere Zeiten, wo man versucht hat, über Geld Druck auszuüben, indem man reduziert hat und damit die extrinsische Motivation angesprochen hat. Dieses Programm war nicht erfolgreich. Also sowohl zu hoher Druck als auch wenig Druck bringt nichts. Wir müssen eine professionelle Lösung finden, die Professor Scharf angedeutet hat. Bessere Qualifikationen und vom Einzelfall her denken, wie Emmanuel Macquet vorher gesagt hat. Donc, quelle serait la solution? Est-ce que moins de pression pourrait être une solution? Donc ça, c'est la solution que pratique le gouvernement actuel en Allemagne et qui, dans le passé, on avait aussi vu d'autres approches. Par exemple, on avait donné moins d'argent aux chômeurs et ça n'avait pas marché non plus. Donc là, on revient au concept de la motivation extrinsique. Et la solution, c'est ni trop de pression ou trop peu de pression. C'est comme mon collègue, M. Scharf, nous a expliqué avant, il s'agit notamment de faire en sorte qu'il y ait plus de qualifications et il faut aussi travailler sur le plan individuel, comme on a vu aujourd'hui. Voilà. Merci.